Les dernières minutes avant le départ de cette édition du centenaire et elles vont filer à une vitesse folle ces dernières minutes. Vous le voyez, la grille qui a été évacuée du public, 11 000 personnes étaient présentes sur cette grille. Et bien voici uniquement les voitures et les staffs, les équipes avant le départ de cette édition du centenaire. Ce qui nous attend, c'est ceci également. C'est la traditionnelle descente des stands de la ligne droite en sens inverse de la marche, effectuée par Monsieur Le Mans lui-même, Tom Kristensen. 9 victoires, la première en 97, la dernière il y a 10 ans, en 2013. Et regardez ce que est en train d'amener Tom devant le public. C'est le trophée des 100 ans, le trophée du centenaire des 24 heures du Mans. Le tapis rouge, Tom Kristensen qui vient garer sa magnifique voiture et qui présente à LeBron James, à Mohamed Ben Sulayem, à Pierre Fillon et à Nicolas Deschaux, le président de la Fédération française du sport automobile, le trophée des 100 ans des 24 heures du Mans. Le trophée est là, la Marseillaise également va retentir dans quelques instants. Tout le monde est prêt, en rang pour vivre ce moment. LeBron James et le trophée. Elle est belle cette image. Le départ des 24 heures du Mans édition du centenaire est imminent. Et ça, c'est une image attendue également. Les fameux hélicos, l'armée de terre qui apporte le drapeau. L'ambiance, cette foule incroyable et ce cérémonial, il faut savoir que c'est un cérémonial unique au monde, ils ne le vivent nulle part ailleurs. J'ai eu la chance, l'occasion de commenter toutes les autres manches de ce championnat ces dernières années. C'est quelque chose de vraiment unique. Et le drapeau, Guillaume, qui est évidemment donné au starter de cette édition, LeBron James. Oui, LeBron James, la méga star de Los Angeles Lakers, c'est la vraie surprise du chef de cette édition aussi, trouver l'un des meilleurs sportifs mondiaux en activité qui vient pour lancer cette édition du centenaire. C'est quelque chose, c'est un coup très très fort réalisé par l'ACO et son président Pierre Fillon. Et cette image, Kristensen et Jackie X. Messieurs Le Mans au pluriel. 9 victoires pour Kristensen et 6 pour Jackie X. 3 minutes, évacuation de la grille. La consigne elle est donnée, l'attention qui monte nettement d'un cran ici. On peut vous en témoigner. Les 24 heures du Mans, édition du centenaire. On s'approche du départ puisque tout le monde ne pouvait pas être au Mans aujourd'hui. 300 000 personnes et plus un seul billet. Eh bien, on vous propose de faire comme si vous étiez au Mans et de profiter de ce spectacle chez vous. Hila, Dimore, Vaughn, Motors. Et on sent le poids chez les pilotes. Tous le ressentent, Adrien, sur cette édition. Ils ressentent tous cette atmosphère spéciale. Ouais, mais là c'est aussi une délivrance, l'agitation du drapeau vert, ça y est, là ils sont concentrés, ils sont dans leur voiture. C'est le tour de formation. C'est le tour de formation. C'est un moment extrêmement important, ça y est. Là, ils vont commencer leur travail. Et c'est un premier balai qui est magique. Il y a une attraction sans pareil quand on est aux 24 heures du Mans et quand on commence ce tour de chauffe. 62 voitures marquent au départ.
Une voiture qui a un problème. Ouais, Eduardo Freitas qui a annoncé, comme on le sait, que la voiture numéro 7 allait partir des stands, mais surtout que la 43 a un problème technique. Il précisait aux autres pilotes que si ces deux voitures donc, ne prennent pas le départ sur la grille telle qu'elle est là, eh bien ils doivent laisser un emplacement vide pour marquer la place que la voiture n'occupe pas. Ils n'ont pas le droit de gagner une ligne. La 43, c'est la Decker Engineering, hein, celle qui roule aux couleurs de la Belgique avec notamment Maxime Martin à son volant. On a vu qu'elle n'a pas quitté la ligne des stands pour l'instant, enfin sa mise en épi. Et c'est voilà, elle est là-bas, vous l'avez aperçu. Quel dommage, il n'y a pas le moteur et elle ne démarre pas. Et toutes les autres sont en train de lui passer devant. Le Mans, c'est des mois de travail en fait. C'est parfois des années, mais souvent des mois. Et puis vous arrivez au moment du départ et vous êtes contraint d'abandonner. C'est d'une cruauté, c'est la course, l'une des courses les plus cruelles au monde. Que c'est chaud, la Toyota qui va vouloir s'infiltrer au freinage et la Porsche de Nasser qui freine très fort, qui touche Buemi. Déjà il avait failli heurter la Ferrari, c'est le leader qui donne le rythme au départ et donc le leader n'avait pas voulu accélérer avant la ligne blanche évidemment. On a vu un gros coup de patin de la Porsche, il est monté sur ses freins et il a failli ensuite envoyer la Toyota en vrac et en plus dans l'autre Ferrari. C'était très très chaud au départ dans la Dunlop. En tout cas pour le Ferrari, l'essentiel est fait. Les deux premières places, au départ en tout cas, sont maintenues. Toyota est passé devant Porsche, ils sont les deuxièmes derrière. Mais attention les garçons, parce qu'on arrive maintenant, Paul Petit, dans cette fameuse portion mouillée. Oui, c'est cet endroit qui va être très difficile à négocier pour les pilotes. C'est la première portion du circuit où on va atteindre les plus de 300 km/h. Il va falloir très bien négocier cette première chicane où on va essayer de freiner le plus tard possible. Mais attention sur cette portion-là, comme vous pouvez le voir, tout est humide. Je pense que les pilotes vont surtout essayer de survivre. Donc on va avoir zéro prise de risque. Et zéro prise de risque. Et regardez le freinage de Nasser une nouvelle fois avec la Porsche 75. Il a failli partir au large. Il y a la Van Wall qui coupe également. Une P2, c'est la 63 de Préma. C'est cette voiture que pilotera Dorian Pain tout à l'heure. Et regardez, le crash derrière. Et le crash derrière évidemment alors que les Toyota venaient de passer devant la Ferrari. Attention là c'est l'empilage, attention il faut freiner, ça va se multiplier sinon les ennuis. Oui ça va, la Ferrari de 50 qui maintient sa oui, mais sa les deux position, Toyota sont passés Marc. Les deux Toyota ont passé la 51. Mais attention on va avoir certainement... c'est la 311 déjà... qui a tapé, c'est l'autre Cadillac, hein, celle de Action Express Racing. Drapeau jaune évidemment à cette première chicane et drapeau jaune c'est le minimum qu'on va avoir pour l'instant hein, parce que la 311 elle va se traîner jusqu'à son stand si elle le peut et il y a les débris à enlever sur la piste. On a évité le sur-accident, on a pu voir cette voiture ensuite repartir donc peut-être pas de première intervention de la voiture de la sécurité mais voilà comme on l'avait dit. Premier pilote à se faire piéger, regardez ici à l'image, il va laisser beaucoup de débris sur la piste, regardez il perd un petit peu la direction, il ne peut plus tourner, ça va être très compliqué de regagner le stand hein, pour cette voiture. Le train avant est ouvert, hein, à gauche il est complètement ouvert, le train de Jack Aitken, regardez, il faut qu'il lève le pied, il ne faut pas qu'il rentre aussi vite, c'est de la folie ce qu'il fait là. Oui forcément, mais après on a toujours envie d'essayer de se rattraper et malheureusement ça peut coûter très cher alors qu'on voit que la Toyota est en train de dépasser la Ferrari. Hop là, avant Indianapolis. Oh là là, Buemi, incroyable. Incroyable, alors là, qui s'attendait à ça? C'est incroyable ce que sont en train de faire les deux Toyota en ce début de course avec Sébastien Buemi et Mike Conway. Les deux avaient passé la première Ferrari et maintenant Buemi vient de prendre la tête dans le premier tour. On voit les Toyota prendre tout de suite l'avantage, ça leur tenait à cœur, hein. Visiblement on voit que dans le stand ils étaient très contents de boucler ce premier tour du centenaire des 24 heures du Mans en tête de la course donc pour Sébastien Buemi au volant de la Toyota numéro 8. Jack Aitken qui ramène cette Cadillac blessée donc jusqu'au stand, il faut vraiment qu'il lève le pied, il va encore se mettre dehors, c'est pas possible là. Regardez, il arrivait au freinage de la première chicane et là il monte, il loupe le freinage sur la partie mouillée. Il y a l'autre Cadillac hein, de Sébastien Bourdet là, non ne me dites pas qu'ils se sont touchés tous les deux. Non, pour moi il se fait piéger sur la remise de gaz mais c'est voilà pour tous ceux qui nous regardent et qui sont un petit peu forcément novices et qui n'ont jamais eu la chance de monter dans une voiture comme ça, il n'est pas forcément à blâmer parce que des voitures comme ça sur des conditions comme celle-ci c'est vraiment très compliqué donc je pense qu'il va s'en vouloir énormément. Il a ruiné les chances de bien figurer pour cette voiture là dès le début de la course mais on avait prévenu ça peut arriver même au meilleur et voilà une première voiture dans la catégorie hypercar qui va rentrer au stand. En bas à droite de votre écran, voiture de sécurité.
effectivement, c'est un nouveau système qui rentre en fonction aujourd'hui, aux 24 heures du Mans et au bout de 3 minutes de course. Désormais, le règlement change. Je vous le fais très simple, le plus simple possible. Aujourd'hui, on a 3 sous safety car toujours, mais au bout d'un moment, la direction de course, une fois que tout le monde est dans l'ordre, décide d'effacer, on va dire, les 1, puis 2 safety cars. C'est-à-dire qu'on va faire passer les voitures qui se dédoublent de manière à faire un tour et revenir se mettre dans la file derrière le safety car de tête, le safety car qu'on appellera A. Voilà, c'est une procédure qui va prendre du temps. Ça va permettre à certains de se dédoubler. Attention aux débris sur la piste et au risque de crevaison. Et ça va permettre aussi à une voiture qui était peut-être sur le point de se faire prendre un tour, de se recaler dans le tour, tout simplement, si le safety car intervient. Et on laisse passer le reste du plateau de manière à remettre dans l'ordre de la grille en quelque sorte et surtout des catégories, c'est-à-dire les hypercars d'abord, les LMP2 ensuite et les GTEM enfin. Alors ce drapeau rouge, ce safety car est là parce que la Cadillac de Action Express Racing, la 331, a tapé le mur après 3 minutes de course. Le premier renseignement, Marc, c'est que cette nouvelle procédure de voiture de sécurité est assez longue. C'est vrai qu'il faut la digérer et maintenant les pilotes vont devoir remettre les pneus en température, les freins en température et on va pouvoir suivre la relance de Sébastien Buemi. Et on va voir tout de suite comment Niklas Nielsen va essayer de mettre de la pression sur Sébastien Buemi ou au contraire il va se voir certainement attaqué également par Mike Conway. Alors on rappelle que les Toyota sont en pneus tendres, les softs ainsi que la Peugeot 93, les autres dont les Ferrari sont en médium. Attention, je trouve qu'il y a vraiment très peu d'écart sous les yeux de Chip Ganassi, une légende du sport automobile aux États-Unis. C'est lui le patron de Chip Ganassi Racing qui court en IndyCar, qui court en NASCAR et qui est ici opérateur des Cadillac pour le compte de la marque. Alors attention, c'est Buemi qui donne le rythme. Une très bonne relance de Sébastien Buemi. Il a déjà réussi à créer ce petit écart sur Niklas Nielsen qui devrait lui permettre de ne pas être attaqué au virage d'un lobe. Vous avez la vitesse en temps réel de la Toyota de Buemi qui a frisé les 280 avant d'arriver à la Dunlop au freinage. Attention à bien négocier ce premier virage. Sur cette première relance de voiture de sécurité, les pneumatiques sont froids, les freins également, on le répète. C'est de rester sur la piste, de survivre. On va ensuite rentrer dans ce deuxième secteur. On va suivre très attentivement la caméra embarquée de Mike Conway, de voir un petit peu l'évolution de la piste. On a pu entendre les caméras embarquées tout à l'heure et les discussions avec les équipes, les pilotes informés de l'évolution de la piste. On va voir si ça a séché, je pense. Effectivement, les voitures ne lèvent plus d'eau sur cette portion-là du circuit. Là, on a pu entendre que Mike Conway déjà ralentissait avant le freinage pour sauver de l'essence. Il levait le pied de l'accélérateur pour, sachant qu'il n'allait pas pouvoir attaquer à ce virage de Mulsanne, qui est vraiment un passage difficile pour doubler. Il a préféré économiser des stands et là, il est bien dans l'aspiration pour, je pense, attaquer. Attention. Là, ça va passer parce que ça tourne à droite derrière pour Mike Conway. Normalement, il s'impose à la deuxième Ferrari. On devrait avoir au prochain freinage et au prochain virage. Voilà, on les a avant Indianapolis. Les 2 Toyota qui sont en tête. Et de nouveau, les applaudissements nourris, bien sûr, dans le stand Toyota au 6e tour. Attention derrière. Il y a eu des roues dans le bac, sans gravité, semble-t-il. De 6e tour, les 2 Toyota sont en tête devant les 2 Ferrari et la Porsche numéro 75. Buemi est en train vraiment d'essayer de faire la différence au volant de cette Toyota numéro 8 alors que la 7 rentre dans les stands. Marc, premier ravitaillement. Oui, Mike Conway, attention, il va falloir monter sur les freins maintenant. Voilà, il est passé devant la cellule radar pour rentrer à la vitesse maximum de 60 km/h. Nous sommes à la fin du 14e tour et Mike Conway. Est-ce qu'on change les pneumatiques ou est-ce qu'on part sur un double relais? On partirait éventuellement. On n'a pas eu l'image jusqu'à la fin, mais est-ce qu'on va pousser un deuxième relais avec ses pneus tendres? Je pense qu'en début de course, on est obligé de partir sur un double relais parce qu'il faut savoir que les équipes sont limitées en train de pneumatique et on ne peut pas se permettre à 1h10, au bout d'1h10 de course, de directement repasser un train de pneus. Donc je pense qu'ils vont être obligés de subir encore au moins un relais avec ces pneus-là parce que
De mémoire, dans la réglementation, c'est 15 pneus. Ah non, il se prépare pour changer les pneus. Donc, Oui, parce qu'on ne fait pas les opérations en même temps. On remet d'abord de l'essence. Et oui, on change les pneus. Et en même temps, il y a la Peugeot numéro 94 qui, elle aussi, est passée par les stands avec Nico Miller, le pilote allemand qui est à son volant. Regardez, Porsche Penske 75 à la 3e position du général, Porsche Penske 6 à la 4e, Porsche Penske 5 à la 5e position. Vous avez le graphique avec l'énergie, ça s'appelle le Virtual Energy Tank, c'est-à-dire virtuellement l'énergie dont dispose la voiture, c'est-à-dire le cumul de l'essence et de l'électrique pour les voitures hybrides. Vous voyez que la Toyota 7 ressort des stands, elle a fait le plein. De même que la Peugeot 94, puisqu'elles sont rentrées en même temps au stand. Donc chez eux, on a fait le plein, ça repart et il y a la recharge d'énergie électrique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Toyota de tête, la Ferrari et les Porsche vont devoir rentrer elles aussi. Si c'est le tableau de marche est respecté pour la 8, c'est au tour prochain. À surveiller bien sûr, en tout cas du coup dans cette catégorie GTE-AM, c'est la Porsche du Proton Compétition. La 88 qui rentre au stand à l'instant avec Harry Ticknell qui est devant et c'est Ben Barker qui du coup va récupérer sur une autre Porsche la tête de cette catégorie. Allez, on redescend dans les stands, on est partout sur la chaîne d'équipe. Mylène chez Corvette. Oui, Marc, c'est juste parce qu'on entend attention, un énorme accident. C'est une LMP2. C'est une LMP2. Oui, c'est la voiture du Nielsen Racing. Énorme sortie. Oh là là. Alors évidemment là ça va être safety car numéro 2 très rapidement. Il a après 1h30 de course pour l'instant, c'est drapeau jaune à cet endroit-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a la Ferrari devant, il y a attention qu'il n'y ait pas un contact avec la Cadillac. Ouais. J'ai peur du contact, Marc. Ah non, il la perd tout seul. Ouais, il a certainement regardé un petit peu dans le rétroviseur à l'amorce de ce virage d'un lobe. Et il a perdu complètement le contrôle et c'est un énorme crash. Là, on devrait avoir vraisemblablement la voiture de sécurité qui devrait faire son entrée très rapidement. Oh là là. Il y en a une autre scène, Marc. Qu'est-ce qui vient de se passer? Alors que normalement, il y a une slow zone à cet endroit-là. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu une incompréhension? Ulysse de Pau avec la Ferrari, 21, Ulysse de Pau, le Belge. Ouais. Alors j'espère qu'il ne s'est pas produit de nouveau ce qui s'est passé avec les slow zones lors des 2 jours d'essai, y compris dans les autres catégories. Ah non, c'était pas Ulysse, non, c'était Simon Mann, pardon. Ouais, c'est bien Ulysse de Pau au téléphone. Ouais, et là, ça a tapé fort. Ouais, ça a tapé fort à la sortie. Je pense qu'il a tapé le mur. Regardez. Et il y en a un autre de l'autre côté, donc ça confirme que c'est exactement ce qui s'est passé jusque-là. Mauvaise communication, probablement. L'un percute l'autre à l'entrée de la slow zone quand le premier freine. Ouais, alors pourtant la slow zone est tôt, donc c'est... Oh, c'est la Cadillac de Bourdais qui se fait taper, Marc. C'est la Cadillac de Sébastien Bourdais, la Cadillac numéro 3. Attention à ce qu'il n'y ait pas un dommage plus important sur cette voiture qui occupait tout à l'heure la 2e place du classement général. La voiture pourtant, du pilote français. On est depuis plusieurs centaines de mètres en slow zone, donc c'est assez étrange ce qui vient de se passer. Pourquoi une des GT a été tapée dans le... Est-ce qu'un pilote n'aurait pas pris le relais en sortant des stands? Il ne prend pas conscience de la slow zone, il sort des stands. Ça peut arriver. Bon, en attendant, là c'est sûr que regardez, le pilote est sorti de la voiture. Donc du côté de chez Ulysse de Pau et Julien Piguet, malheureusement, je pense que la course se termine ici. Ça c'est vraiment dommageable quand on connaît l'importance du centenaire des 24 heures du Mans pour les 60 équipes qui ont la chance d'être présentes aujourd'hui. C'est vrai que c'est terrible d'abandonner dans les 2 premières heures, surtout sur une erreur comme celle-là. C'est même pas une erreur de pilotage, là c'est une incompréhension qui sur un point de règlement est quand même important d'être vigilant. Regardez l'arrière de la Cadillac. Oui, ça a tapé. Ça a tapé. Oui, l'arrière droit de la Cadillac de Sébastien Bourdais. Quelle mauvaise nouvelle. Ça lui lève tout le ponton, j'ai l'impression, tout le ponton latéral. Si c'est que de la carrosserie, c'est pas très grave, mais bon, ça va être du temps de perdu quand même pour cette Cadillac. En presque 20 minutes, on a perdu au moins 2 voitures et malheureusement bientôt peut-être 3. C'est assez fou. Il y a même 2 GT qui sont pour l'instant arrêtés. Donc là, on est vraiment sur un début de course au bout de 1h50, 48 pardon, exactement de course. C'est assez fou. Effectivement, Sébastien qui a l'élégance de nous répondre. Alors que s'est-il passé? Racontez-nous ce qui s'est passé pour vous. Bon, je pense que vous avez dû le voir à peu près à la télé. Malheureusement, c'est slow zone et à un moment, ça devient confus pour tout le monde. Je crois que c'est la plus belle démonstration, quoi. Ils nous arrêtent les slow zones en plein milieu d'une slow zone. Il n'y a plus de drapeau vert, il n'y a pas de drapeau jaune.
on sait plus ce qu'on est censé faire dans les voitures. Les displays sont en retard, les commissaires ils sont aussi forcément en retard parce qu'il y a un moment il y a des transitions qui s'opèrent. Sauf que là c'était la slow 1, la slow 2, la slow 3. Et ils nous enlèvent la slow 1 au milieu de la slow 1, ça redémarre pour 100 mètres et on se retrouve dans la slow 2. Si t'as pas vu, t'as pas le next slow, donc du coup tu sais pas que c'est slow toujours dans la zone qui suit. Et puis apparemment il y a un amateur derrière nous dans une GT qui devait regarder ses boutons ou je sais pas quoi, et puis il a pas vu que ça refreinait et il nous a explosé, quoi. Il y a eu des gros dommages sur la voiture? Ouais, j'avoue, j'ai même pas trop regardé, mais on a l'air de toujours être dans le tour, donc ça devait pas être trop conséquent. Enfin, c'est juste incroyable, quoi. C'est tant d'énergie et d'argent pour se faire exploser comme ça dans des procédures qui deviennent de plus en plus complexes. Au bout d'un moment, c'est mieux de mettre que des drapeaux jaunes, quoi. Super un peu. Merci beaucoup Sébastien, à tout à l'heure. Il touche un point vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, les 24 heures du Mans et la spécificité de ce circuit fait que la slow zone peut parfois être adaptée pour répondre à un incident. Mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes ces voitures-là en piste, comme il l'a dit, toute cette volonté de performance de toutes les équipes qui sont à 200% en piste, une incompréhension engendre malheureusement cet incident pour Sébastien Bourdet. Et donc là, peut-être qu'un safety car aurait été plus adapté dans ce cas-là. Encore 21h, 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 et la pluie qui fait son apparition, une drage de fou sur le circuit. Oh là 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 là, et les pilotes sont en pneus slick. La pluie qui était prévue et qui est fidèle au rendez-vous à l'heure qui avait été annoncé. Le safety car est en piste. À l'instant même, il y a la Glickenhaus, la 709 qui est dehors avec Esteban Gutiérrez qui est à son volant. Le Mexicain, vous avez vu la Cadillac numéro 3 avec Scott Dixon. Oh là 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 là, ils sont tous en pneus slick. Incroyable ce qui est en train de se passer. Ce sont des bateaux maintenant parce que les voitures elles ont le fond plat très très bas évidemment, et quand la piste est pleine d'eau, là ça devient inconduisible. Oui, c'est vraiment impossible. Alors c'est vrai qu'on se souvient tous dans l'histoire du Mans des pilotes qui ont roulé sur des trompes d'eau, mais aujourd'hui voilà, ces voitures tellement basses, tellement travaillées pour l'aérodynamique, alors que là on va revoir le crash de la 709, mais waouh, devant la WRT aussi est passé à côté du drame. Waouh, belle figure de drift. Ferrari. Et la Ferrari, c'était la vitesse. C'était probablement la 83. Oui, la 83, je pense, du Richard Mille. Ouais, c'est celle de Lily Wadou alors. C'est ça, je pense. Qui était, la 3, il a eu très chaud par Lilou d'ailleurs, c'était Lilou au volant. C'était Lilou. Enfin, c'est Lilou au volant. Et là, la Cadillac qui s'en sort, mais par voilà, l'opération du Saint-Esprit, je pense, oui, qui était dans la voiture. Ça. Et puis la GT-AM qui était en qui est en tête de la catégorie. Là, c'est vraiment. Mais de toute façon, voilà, il faut blâmer aucun pilote. C'est vraiment au vu des. Alors qu'on revoit aussi l'Alpine 35. Voilà, là, toutes les voitures, vraiment, c'est vraiment de la survie et il faut ramener la voiture. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que nous sommes à l'entrée, on va dire, à l'entrée de la ligne droite descente et il crachine, mais il pleut pas des quantités. Il y a même, tout à l'heure, on avait même encore des rayons de soleil, quoi. Donc là, on voit les voitures qui sont c'est la voiture de WRT qui était sortie juste avant et qui rentre au stand. Elle est abîmée, cette voiture. WRT, c'est l'équipe qui est tenante du titre en LMP2. Ici, les pneus pluie qui sont prêts, évidemment, dans les stands pour les monter sur les voitures. C'est ça, donc on est sous régime de voitures de sécurité. Donc on avait été mauvaise langue parce qu'on en parlait tout à l'heure. On pensait plus en revoir, mais là, au vu des conditions. Donc, c'est délicat parce qu'aujourd'hui, il y a un tiers du circuit qui est mouillé, mais là, on voit que la Cadillac passe devant nous pour rentrer au stand. Toutes les voitures qui ont eu cette mésaventure sont rentrées au stand, mais la Glickenhaus reste en piste parce qu'aujourd'hui, pour l'instant, il y a vraiment les 2 tiers du circuit qui sont encore secs et sous régime de voiture de sécurité, il n'y a pas de raison de vouloir s'arrêter pour mettre les pluies. Enfin. La décision revient au pilote, mais c'est jamais une décision facile en tout cas. Carlos Tavares, Jean-Marc Finot, les patrons de Stellantis Motorsport et de Stellantis
tout court qui sont tout sourire pour le moment parce que tout simplement à l'heure qu'il est, c'est une Peugeot qui est en tête des 24 heures du Mans. Après 3h07 de course, la numéro 94 a pris la tête. Les deux Ferrari sont rentrés au stand pour chausser des pneus pluie. Et on est en train d'attendre la Toyota dans les stands. Ouais, Toyota avec donc des pneus slick, des pneus. Ah non, 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 mais si. Ouais, c'est tout ce qu'il fallait pas à la sortie pour la Peugeot 93 en direct. Regardez. Aïe, 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 aïe. Là, elle est bien tankée. Hein. Là, oui, il va falloir prendre le Manitou pour la sortir, malheureusement. Ouais, alors c'est sous voiture de sécurité, donc entre guillemets, c'est moindre mal. C'est pas sous régime de drapeau vert, mais c'est quand même beaucoup de temps de perdu. À la sortie de la chicane de Mulsanne, regardez sur les gaz. Oh, ouais, pneus froids et c'est compliqué, mais c'est l'erreur à ne pas faire quand on est dans un bon jour du côté de chez Peugeot. Espérons qu'ils ne perdent au moins pas un tour. Rester dans le tour du leader. On avait entendu Sébastien Bourdet parler de ce paramètre de course qui est toujours important sur une course d'endurance, c'est toujours dans le tour du leader parce qu'avec un safety car on resserre tout ça et là voilà, c'est une erreur qui peut coûter cher. Espérons que Jean-Éric Vergne arrive à repartir assez rapidement. Marc, petite question, la voiture qui va donc être sortie là pour Jean-Éric Vergne, c'est quoi la conséquence au niveau réglementaire? Au niveau réglementaire, pas grand chose, mais le point positif c'est que normalement, regardez, les voitures sous régime de voitures de sécurité sont à la première chicane. Jean-Éric Vergne est au virage de... Il n'y a pas de pénalité ou autre hein? Non, il n'y a pas de pénalité, non, c'est pas volontaire, c'est une erreur de pilotage en pneus froids sur une piste difficilement praticable en slick. Donc voilà, le point positif c'est que Jean-Éric Vergne va pouvoir ressortir de ce bac à gravier et normalement repartir avant de se faire repasser par la voiture de sécurité. Donc il va pouvoir pousser pour revenir voilà, derrière ce safety car. On revoit la sortie de la numéro 5, c'est peut-être pour ça que la 50 allait passer. C'est peut-être pour ça que la voiture de Miguel Molina, la Ferrari rouge de Miguel Molina, a pu passer la Porsche blanche de Dan Cameron. L'explication s'est passée là dans les S-Porsche. Ah oui, sauf que là, Miguel Molina, il est passé en dehors des track limits. Donc, est-ce que ça ne peut pas être considéré comme une question de sécurité vu que la voiture devant est en perdition? Ça peut, je souligne juste que voilà, sur l'image qu'on a vue, la Ferrari est passée en dehors des limites de piste. Et c'est maintenant l'ex-pilote de Formule 1, Antonio Giovinazzi, qui met la pression sur la Porsche qui est désormais 3e. Vous le voyez, les 2e, 3e et 4e de ces 24 heures du Mans sont dans un mouchoir de Porsche. Prenons le temps désormais de revenir sur les temps forts durant ces 2 dernières heures donc, à commencer par la Porsche qui était alors en tête, qui a été victime d'un incident il y a quelques minutes à peine. Ouais, alors la Porsche 75 a connu quelques problèmes avec Mathieu Jaminet. C'est le dernier fait en date. Porsche qui vient de vivre 2 heures absolument chaotiques. Cela laisse le champ libre à Ferrari qui mène pour l'instant avec la voiture d'Alessandro Perguidi, la 51 donc. Ferrari mène les 24 heures du Mans avec la 51 devant Peugeot. Loïc Duval est actuellement 2e. Toyota est à la 3e position. Du côté du LMP2, Inter Europol mène les débats et du côté du GT, eh bien c'est Porsche qui est en tête. La Peugeot 94 qui est 2e et ça c'est l'une des sensations de cette première partie de course.
Eh bien la course pour l'instant c'est avant tout s'adapter, survivre. C'est le mot qu'on entend dans les radios, c'est le mot qu'on entend dans les stands, c'est le mot que tous les pilotes nous répètent lorsqu'on va parler avec eux entre les relais. Il faut survivre. Il faut survivre avec ce classement où on regroupe les voitures lorsqu'il y a un safety car. Il faut rester dans le tour du leader. Alors que là, il y a une mauvaise nouvelle dans le clan Porsche. La numéro 75 abandonne. C'est un problème de pression d'essence. Donc ça y est, un premier abandon au sein du Porsche Penske Motorsport et un premier abandon tout court dans la catégorie Hypercar. Nous sommes de retour au Mans et c'est un véritable coup de théâtre qui vient de résonner dans les micros et dans les tribunes du circuit de la Sarthe avec la sortie du leader. La Ferrari de Perguidi dans le bac à gravier du 3e secteur de ce circuit. Incroyable les amis ce qu'il se passe. C'est 51 vraiment qui a dominé le début de course et qui se retrouve là. Elle laisse la tête de la course à la Peugeot numéro 94. Mais qui aurait pu croire qu'à 23h58 le samedi soir, Peugeot sera en tête de cette 91e édition des 24 heures du Mans devant une Toyota et la Ferrari numéro 50. C'est complètement fou. On est, oui Thomas, dans le premier secteur du circuit. On est à la chicane des Hunaudières et là, c'est absolument incroyable. Il s'est fait tout simplement surprendre par un accrochage entre un proto et une GT et il a perdu le contrôle, il est allé, pardon de l'expression, mais se tanker dans le bac. On s'apprête à un arrêt chez Toyota et nouveau crash, énorme crash. La Ferrari numéro 66 qui est arrêtée. C'est la Ferrari de chez JMW. Faut pas que le pilote il sorte là. C'est Louis Prête qui sort de la voiture. C'est n'importe quoi ça. Ouais, normalement le pilote n'a pas le droit de sortir. Avec la Toyota numéro 7. Incroyable. La Toyota numéro 7 arrêtée en piste. Ça repart, incroyable. Avec des énormes dégâts. C'est pour ça qu'on s'est excité. C'est pour ça qu'on s'est excité dans le stand Toyota. En l'espace de 3 minutes, la Ferrari numéro 51 et la Toyota numéro 7 ont perdu un temps précieux. La Ferrari numéro 51 a pu repartir, la Toyota, il y a des dégâts, C'est une édition de dingue qu'on vit cette année, Adrien. Peugeot en tête avec plus d'1 minute 20 en tête des 24 heures du Mans. Peugeot est en tête des 24 heures du Mans devant une Ferrari numéro 50 pilotée par Niklas Nielsen. On vient de perdre en l'espace de 10 minutes la Ferrari 51 et la course est neutralisée. Nous sommes sous régime de full course yellow. Ça veut dire que sur... ça a tapé fort. Ça a tapé très fort. Il y a une LMP2 aussi. C'est pas la LMP2 d'Idex ça? Non, bah... On attend peut-être d'avoir une meilleure image. Non, c'est l'Alpine, c'est la 35. C'est l'Alpine numéro 35 qui est impliquée dans ce crash. Not good. Kamoy had to leave the car. The car is not drivable anymore. So yeah, for car 7 it's over. We are still looking what has happened. We could see that another car was hitting him from the back. La voiture est inconduisible, on ne pourra définitivement pas la ramener. La course est terminée pour nous. On essaye encore de comprendre quels ont été les dégâts. La voiture ne peut pas revenir, donc pour nous la course est définitivement terminée. Merci Mylène d'avoir réussi à prendre ses premières réactions de Rob Le Huppen. Incroyable retournement de situation, il est minuit 13 dans la nuit des 24 heures du Mans. Le centenaire des 24 heures du Mans mené maintenant depuis plus de quelques tours par Peugeot. Peugeot en tête des 24 heures du Mans. C'est fou. Let all the cars pass, please. La voiture de sécurité dans ce tour. Et dans quelques instants, la relance embarquée avec la Peugeot 94. C'est reparti pour les 24 heures du Mans. Il a relancé très tôt, Nico Müller. Déjà des flashs de la Ferrari qui se trouve juste derrière. Non, c'est la Cadillac numéro 3. C'est la Cadillac numéro 3 qui va au contact de la Peugeot. Non, on était à 2 doigts de se toucher. Je me demande même si on ne s'est pas touché avec la Peugeot. Alors que derrière, il y a quelqu'un qui a allumé les pneus. La Cadillac est en tête. La Cadillac est en tête, si je ne m'abuse. Alex Lynn. Pour moi, c'est la numéro 3 qui se dédoublait. Pour moi, c'est la numéro 3 qui se dédoublait. Oui, vous avez raison, excusez-moi Adrien. C'est la numéro 3 qui se dédoublait, mais la Peugeot a également été dépassée par une deuxième voiture.
C'est une Porsche, non? Pour moi, c'est les Cadillac qui sont... c'est des voitures à un tour qui se sont dédoublées, hein, les amis. Je pense que Toyota est toujours en tête. Mais avec la Toyota de Ryo Hirakawa avec qui nous sommes embarqués, qui est deuxième et qui est à l'aspiration. La Toyota qui déboîte dans la ligne droite des Hunaudières pour aller prendre les commandes. Ah mais attendez, il y a les 2 Peugeot aussi. Oui, mais en fait, comme le disait Adrien, il y a les voitures qui se dédoublent. Tout à l'heure, on entendait l'ingénieur de Michael Christensen qui lui disait il faut que tu doubles les voitures de devant parce que comme ça, au prochain régime de voitures de sécurité, nous pourrons rattraper notre tour de retard. Et c'est ce qui a été fait. Et là, officiellement, nous voyons les écarts. Là, Peugeot est toujours en tête. Nico Müller au volant de la 9X8 94. Mais son avance est très mince puisqu'il ne possède que 2 dixièmes d'avance sur Ryo Hirakawa. Il était 3h, un petit peu plus de 3h du matin. 3h09 très précisément. Et regardez bien, vous êtes à bord de cette Peugeot 94. On est à la première chicane, Pierre et Paul. Ouais, il se souvient à la sortie de cette première chicane. Et malheureusement, il vient percuter le mur et ça anéantit complètement les espoirs de bien figurer pour cette Peugeot 94 qui, on le répète, faisait une course absolument incroyable hein, quand on tient compte de leur début de saison. Voilà, on peut voir que Gustavo Mendes a cependant pu la ramener au stand. Il a perdu un peu moins de 30 minutes voilà, pour intervenir et remettre cette voiture en état de fonctionner. Ça cause dans la radio de Ryo Hirakawa. Alors, ça revient très très fort hein, dans les S-Porsche pour Pierre Guidi. Il va rentrer vraiment juste derrière la Toyota numéro 8. Changement de capot à l'arrière sur la Porsche également à droite de votre écran. Ils vont rentrer tous les deux. La Toyota et la Ferrari, ils se suivent jusqu'à l'entrée des stands. Ils passent juste devant nous. Le freinage au panneau des 60 km/h de l'entrée des stands. Il arrive maintenant. Allez, messieurs les mécanos, à vous de jouer. Le voici James Calado sur la droite de votre écran qui est prêt. Attention avec notre caméra l'équipe à ne pas se faire, ne pas gêner l'équipe, à ne pas se prendre une remarque des mécanos. Chez Toyota, on ne s'affole pas, vous le voyez. On commence comme le veut la tradition et le règlement par l'essence. On étoile par brise. Le capot, il est prêt. James Calado est prêt à droite. Il va falloir faire mieux qu'une minute 40 hein, tout à l'heure. On a vu que Toyota a fait 1 minute 28 au changement de pilote, changement pneumatique et essence. Il faut progresser absolument maintenant sur ces changements de pilote du côté de chez Ferrari pour repartir vraiment juste derrière Hirakawa et puis lui mettre la pression comme le faisait très bien Alexander Pierre Guidi. Le Calado il s'installe, le mécano lui aide à mettre cette sangle côté gauche. On lui attache d'abord le bas, il finira de s'installer ensuite tout seul. On nettoie également le conduit au niveau des pneumatiques. On contrôle également aussi à l'avant au niveau de la face avant. On enlève toutes les boulettes de gomme, tous les débris éventuels. On rappelle que la 50 tout à l'heure a perdu pas mal de temps. Et là on change la face avant, hein, Marc, sur la Toyota numéro 8. Ah, le plein est fait sur les deux voitures. C'est les pneus. Hop, 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 hop. Ce changement de face avant va peut-être équilibrer un petit peu le pit stop. Regardez. Est-ce qu'on repart devant? On repart bien devant, oui. Et voilà le changement de leader. Le chrono qui se déroule sur la gauche de l'écran en haut. Une 32,6 pour la Ferrari. Et cette fois-ci, ça a été plus vite, évidemment, du fait du changement de capot de la Toyota. La Ferrari prend la tête au 200e tour. C'est le 4e relais consécutif où ces deux voitures qui se bagarrent pour la tête de course rentrent ensemble au stand. Oh, et attention, coup de théâtre chez Ferrari avec la 51 qui est arrêtée. La panique dans le regard. C'est pas... Non, on a changé de pilote. Hein. Ouais, c'est plus Guidi qui vient de s'installer dans la voiture. On sort les skis du côté de Ferrari. La 51 arrêtée dans les stands. Le leader arrêté. Voilà, l'image est figée. Ouais, là, il a coupé le contact hein, pour qu'on ait plus l'image, pour qu'on ait plus l'onboard, c'est que il a coupé le main. La Ferrari est arrêtée depuis près de 2 minutes maintenant dans les stands. Le désarroi au sein de l'équipe italienne qui menait les débats. Et ça repart. Et la Toyota prend la tête. La Toyota reprend la tête des 24 heures du Mans. La Ferrari repart. Quel scénario?
Antonio Giovinazzi qui va reprendre la piste dans les échappements de Sébastien Buemi. Si on ne pouvait pas espérer meilleur scénario, Adrien, à 5h30 d'arrivée. C'est Pierre Guidi dans la Pierre Guidi 50e. qui a pris le relais d'Antonio Giovinazzi dans la Ferrari à quelques mètres seulement de la Toyota. Coup de théâtre en tête des 24 heures du Mans. Toyota reprend les commandes. Nous sommes de retour aux 24 heures du Mans. L'édition du centenaire avait déjà marqué l'histoire. Elle entre désormais dans la légende avec des records d'écart, des records de dépassement. Les constructeurs se passent le relais et Ferrari vient de reprendre les commandes. Ferrari mène à nouveau pour 5 dixièmes de seconde devant Toyota après 18h49 de course. C'est historique. Regardez, la faute. Hirakawa à la faute à Mulsanne. Ça a tapé à l'arrière, regardez, il y a un petit débris à l'arrière de la voiture. Attention, la voiture est au milieu, il doit repartir sur la droite. Il va falloir voir si le train avant est en bon état aussi. Attention à la marche arrière, si d'autres voitures sont en train d'arriver. Attention de ne pas aller dans le bac, hein, parce qu'il faut ressortir. Évidemment, les mécanos qui et là, c'est des remettent secondes très importantes qui s'envolent. Hein. Ça, c'est dans le virage d'Arnage. Oui, elle est touchée à l'arrière, c'est sûr. Que s'est-il passé? Il n'arrive pas à manœuvrer en plus. Mais non, c'est ça qui me pose question. Voilà, c'est le tournant de la course, Marc. Ferrari, ils sont tous devant la télé. Évidemment, ils savent que ça peut être le tournant de la course, très vraisemblablement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est face au mur et ça a pourtant tapé il est derrière. touché Je pense qu'il a été touché, il a été aidé derrière. Probablement, c'est ça. Hein. Parce que vu les stigmates sur cette partie de la voiture, alors après, regardez, ça a tapé aussi devant, visiblement. Donc après, c'est un virage très lent. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardons. Non, c'est tout seul, c'est lui peut-être. Il était tout seul peut-être. Oh, le blocage à l'arrière. Aïe. Pour Hirakawa, on a mal pour lui. On a deux Cadillacs sur le podium potentiellement. Regardez la réaction dans le stand Cadillac. Incroyable. Il est pro, Charles Leclerc. Hein. Ouais, il est pro parce que c'est sport de ne pas avoir une réaction disproportionnée à ce moment-là de la course quand on voit son concurrent en direct. Malheureusement, regardez, il va y avoir une intervention sur la voiture. Hein. Là, c'est clair. Ils vont perdre quelques tours, peut-être un, on va voir. Mais Cadillac se relance pour la course au podium, Sébastien Bourdet. Attention, oh là là, il ne faut pas aggraver le cas. Il ne faut pas que cette pièce derrière s'arrache. Hirakawa boxe, évidemment. David Fleury sur le muret. Là, ils sont bouche bée, évidemment. La Glick qui rentre sous nos yeux. La Toyota. Votre verdict vu là comme ça à 20 mètres, les garçons? Bloc avant, bloc arrière et peut-être petit contrôle nécessaire. J'espère que le fond plat ne soit pas endommagé, qu'on ne soit pas obligé de rentrer la voiture sur les skis, dans les stands. Oh là là, le tournant de la course peut-être, 314e tour du leader. La Ferrari numéro 51. Chez Ferrari, on se refuse à pavoiser et ils ont raison. Massimo Rivola qui est là également à côté de Charles Leclerc. La Toy 8 qui est au stand, vous le voyez, ce P qui signifie pits. Vous en avez l'habitude maintenant depuis plus de 22 heures. Les Cadillacs, vous surveillez l'écart, Pierre Rag et Paul Petit. On intervient en bas avec la caméra, l'équipe, c'est le nouveau capot avant qui est monté sur cette voiture. Et puis regardez derrière, il faut défaire le bloc maintenant, ça va prendre plus de temps. Voici la 2, la 2 va se dédoubler. Regardez le bloc arrière, on arrive à le défaire. En tous les cas à l'avant, il n'y aura pas de contrôle visiblement au niveau des trains roulants. On remet tout de suite des pneumatiques neufs. On va la rentrer, non? On change de capot. Alors regardez, on change de capot arrière visiblement. Ça y est, la 2 est passée. La 2 est passée. Elle est rentrée donc dans le même tour. Sébastien Bourdet, il doit prier un petit peu dans le box pour que elle reste encore un petit peu au stand, cette numéro 8. Mais regardez, le bloc arrière est déjà remonté. Il prie pas dans le box, il prie dans le cockpit, Sébastien. Il est au volant. Oui, il est au volant et forcément, il vient de recevoir l'information. Le bloc arrière remonté. Ça repart. Aïe, 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 aïe. Quel tournant, probablement. Qu'est-ce qu'on disait il y a 10 minutes? To finish first, you first have to finish. Ça confirme une chose, c'est que ce n'est pas fini, hein, tout à fait. C'est clair. Hein. C'est pas fini, il reste 1h40 et il y a encore un drapeau jaune, attention.
Pierre, vous avez vu le chrono, cette horloge qui vient de s'afficher parce que c'est symbolique. On vient officiellement de rentrer dans la dernière heure de course de cette édition du centenaire des 24 heures du Mans. Le duel entre Ferrari et Toyota et des belles histoires à vous raconter. Il y en a partout et pour l'instant, la belle histoire, elle tourne en faveur d'Antonio Giovinazzi, le pilote italien, avant-dernier relais, absolument somptueux de sa part. Et le voici à notre micro après ce relais. Antonio, I'm very happy for you. Antonio, how do you feel comment after vous your êtes, last stint for comment today? vous sentez après ce dernier relais? Yeah, last stint of 24 hours Le Mans. C'est mon dernier relais des 24 heures du Mans. Journey, you Ça know, a été what we did so far incroyable. Ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est incroyable. Since Thursday, you know, with the qualifying Depuis jeudi, avec les qualifications. Let's keep pushing. Mais il faut qu'on continue à attaquer et voir ce qui va se passer dans cette dernière heure. Le moins d'une heure à attaquer, toute cette équipe n'était pas conçue il y a un an. Hein. Et là, tout le monde travaille ensemble. Merci à eux. Alors, les tifosi en Italie, qu'est-ce qu'ils doivent se dire? Ça doit être incroyable. Ils doivent se dire que c'est 24 heures du Mans de folie. On essaie de faire un bon résultat pour eux, bien sûr. C'est ce qu'on essaie de faire. Merci, Brita. Et au moment où la Toyota numéro 8 de Ryo Hirakawa repasse une nouvelle fois au stand. Les bouteilles de champagne sont aussi prêtes, mais il y a encore 24 minutes. On rabâche, vous allez nous dire on rabâche. Non, c'est l'expérience qui fait dire ça, c'est le vécu du Mans, c'est l'histoire du Mans, c'est 100 ans d'histoire aux 24 heures du Mans. Regardez, il est au-dessus, John Elkann. Il nous a dit hier sur le plateau de la chaîne L'équipe, je suis venu en famille. On a pris 8-10 jours en France pour faire la visite, pour revenir aux 24 heures. Il est au-dessus, en famille. Il y avait le drapeau espagnol aussi pour Miguel Molina. Un dernier coup d'œil au frein, Pierre. Oui, au frein, on enlève aussi les petits bouts de gomme dans les jantes pour éviter les vibrations, pour ne pas donner de mauvaises indications au pilote. On a aussi un moment de stress là dans quelques instants qui va être leur démarrage. Regarde, vous avez vu le regard? Ah, le regard de Pierre Goudi, il a calé. Il a calé. Elle démarre pas. Il a calé. Elle démarre pas. Elle démarre pas, la Ferrari. On se souvient que ce matin, on a fait un reset, ce qu'on appelle un power cycle. Donc on éteint complètement le contact. Il est là, où, on a toujours le contact. Ça y est, là, on vient d'éteindre le contact parce que la diode rouge vient de s'éteindre sur le côté de la voiture. Hirakawa avec le numéro 8 là, qui est en route, vous le voyez sur votre écran. L'ingénieur qui redonne le mode d'emploi à Pierre Goudi. Tout le monde. Il lui explique ce qu'il faut faire. On a vu le mode d'emploi affiché sur le muret des stands. Le contact revient. C'est bon. Elle ne faut pas caler. Hein. Oh là là. Oh là là. C'est dingue. C'était de la folie. Et voilà, chapeau. Oui, ils ont les yeux embués, mais ils se sont défendus comme des chefs, comme des as. Ils sont extrêmement forts. Et ils sont là, et ils sont dignes, c'est ce que je veux dire chez Toyota. Ils sont dignes en cette fin de course et ils iront saluer leur vainqueur. Final lap. Et c'est le dernier tour. Et oui, dernier tour. Et regardez la déception évidemment de Sébastien Buemi. Il ne va pas l'exprimer devant les caméras, devant tout le monde. Il passe à côté de la 5e victoire ici au Mans, la 4e filée pour pas grand-chose. Buemi et Pierre Goudi qui est dans son dernier tour. C'est une page d'histoire à laquelle vous assistez comme les spectateurs ici au Mans sur la chaîne L'équipe pour le centenaire de ces 24 heures. 300 000 personnes. Charles Leclerc, LeBron James, tout l'état-major de Ferrari, John Elkann, le patron du groupe. Oh là là, attention à la Porsche qui est au ralenti. On vous a cité les noms de l'administrateur général de la marque qui est dans le stand. Et toujours ce respect autour des pilotes. Vraiment, on les laisse tranquilles. Enrico Galliara, je vous l'ai dit, Benedetto Vigna, ce qu'on appelle l'administrateur délégué, c'est le patron de la marque Ferrari. Il est là, ils sont tous venus. John Elkann nous a dit hier sur le plateau, évidemment que je reste jusqu'à demain 16h. Pas question que je parte. Il a bien fait. Les drapeaux italiens sont sortis. Chez les commissaires, oui. Chouette image. Incroyable retour de Ferrari. Hein. Incroyable. Comme le disait Giovinazzi très bien il y a quelques minutes au micro de Mylène Dorange, c'est vrai que quel retour de Ferrari. C'est la première année qu'ils travaillent ensemble, c'est la première année que Ferrari fait son retour dans la catégorie 1 pour jouer une victoire au classement général. Et
Et potentiellement, on va bientôt boucler ce dernier secteur, ce deuxième secteur, et potentiellement une victoire au classement général pour cette Ferrari numéro 51. Cette tribune avec tant de monde, c'est juste à gauche de notre cabine de commentaires et c'est énorme, c'est leur structure, leur hospitalité. Ils l'ont appelé la Casa Ferrari. Et évidemment, c'est peint en rouge, c'est écrit en gros, c'est là où sont leurs invités. Ce soir, c'est sûr que ça va faire la fête très tard là-bas. Vous savez que les constructeurs auto, ils s'engagent au championnat du monde WEC pour venir courir ici au Mans. Mais le WEC, c'est 30% de l'objectif. Le Mans, c'est 70% de l'objectif. Ce qu'on retient toutes et tous, c'est le Mans, évidemment. Et tout ce que tout le monde va retenir et ce qui fera la une des journaux sportifs demain dans le monde entier, des magazines automobiles, c'est que Ferrari va remporter les 24 heures du Mans pour le cinquantenaire de son retour, va signer sa 10e victoire. On voit tout le monde qui est à court sur le pit wall, sur le muret des stands pour aller applaudir tout le monde, parce qu'aujourd'hui de franchir la ligne d'arrivée, c'est vraiment un vrai exploit. Je peux dire que même quand on a vécu une course très difficile, on a forcément les larmes aux yeux. Et là on voit de notre cabine, on peut voir aussi cette infrastructure Ferrari avec les drapeaux qui s'agitent. Vraiment, c'est assez fou l'ambiance qu'il y a ici. Et les mécanos sur le muret, ils ont traversé. Les deux pilotes, eux, ils préfèrent rester. Est-ce que c'est la superstition italienne? Ça va jusque-là, je n'ai pas bougé, ça se passe bien, donc je ne bouge pas jusqu'au bout. Ils vont se tomber dans les bras dans quelques instants, James Calado et Molina, quand Alessandro Pierguidi, à 16h, au volant de la Ferrari numéro 51, va écrire l'histoire sur la chaîne L'Équipe en direct au terme du centenaire des 24 heures du Mans. Le drapeau à damier qui tombe sur le succès, le triomphe du cheval Cabré. Incroyable édition, incroyable victoire de cette Ferrari numéro 51 et on voit qu'on se tombe dans les bras du côté d'Antonio Giovinazzi. On a gagné le Mans et eux aussi. Et l'Interopole qui gagne le Mans aussi. Quelle histoire là aussi. Incroyable. C'est magique. C'est magique. Équipe polonaise qui l'emporte en LP2, un gros coup de patin de frein pour saluer ses équipiers, ses mécaniciens. Il y a un quart d'heure, ils avaient peur qu'ils tombent en panne d'essence, Fabio Scherer. Ils l'ont fait, ils sont au bout, ils gagnent. Oh la folie. Et du coup, on a une écurie française sur le podium en LMP2 avec la voiture de chez Duquesne. Incroyable course. Et en LMGTEM, c'est Niki Katsburg qui va franchir la ligne d'arrivée pour la Corvette. Corvette qui va s'envoler évidemment au classement. On n'oublie pas de saluer évidemment Toyota qui remettait sa couronne en jeu et qui s'incline ici face à Ferrari. Il s'incline la tête très haute en prenant la deuxième place. Marc, cette image pour ceux qui se demanderaient ce que ça représente de gagner les 24 heures du Mans. Bah voilà, l'image parle d'elle-même, c'est le symbole. Fabio Scherer qui s'agenouille, qui remercie sa voiture d'avoir tenu, de l'avoir emmené jusqu'au bout. On se rappelle qu'ils ont tous cru à la panne d'essence à la fin de la course. Les mécaniciens, les commissaires de piste qui font le clapping avec le public. Mais c'est incroyable, la communion qu'il y a aujourd'hui. C'est incroyable, franchement. Vous êtes tout proche de perdre votre voix, Marc. Ah bah oui, je vous embêterai plus dans 5 minutes, j'en ai plus. Vous allez être tranquille. Non mais Marc, vous en avez vécu des décisions du 24 heures. Et c'est ça pour expliquer à ceux qui nous regardent. Il s'est passé quelque chose de fort, de particulier depuis le début de la semaine. On a senti que l'atmosphère, elle était spéciale. Et cette atmosphère-là nous a accompagnés jusqu'à cette victoire de Ferrari. Oui, complètement, c'est écrit sur notre écran. C'est l'édition du centenaire. On en a tous parlé de cette édition du centenaire.
qu'elle était particulière, qu'il allait y avoir tout plein d'événements, qu'elle allait durer 10 jours. Il y a eu des cérémonies en ville, il y a eu des cérémonies ici au circuit. On a fait une exposition fantastique en faisant venir 80 voitures au musée du Mans. Regardez les deux Sébastien Bourdet et Mumi ensemble avec Kobayashi et Hartley. Ces voitures viennent du bout du monde, elles ont défilé ici, elles sont très anciennes, c'est un siècle d'automobile qui a défilé devant nous. Le public, il est en transe, il ne parle que de ça depuis des lustres. Et il y a eu des animations dans les villes partout autour. Ouais, Pardon, voilà, je vous interromps Marc, parce que Sandy, elle est avec le vainqueur et le dernier relais du côté de Ferrari. Alessandro, you make history today. Congratulations. Vous faites l'histoire aujourd'hui. Je peux pas le croire. C'est incroyable. On revient après 50 ans et on gagne le Mans. Je savais même pas la procédure de drapeau à damier. Parce que je me disais, je pensais à autre chose, je peux pas y croire. Alors ils ont dû m'expliquer le dernier tour, comment rentrer au stand, etc. Merci à Ferrari, à F Corse, ils ont travaillé tellement dur cette année. Des jours, des nuits, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, le samedi, le week-end. Partout, tout le monde a testé, fait les meilleurs efforts. Parfois ça fonctionnait pendant en essai, parfois pas. Et franchement, c'est un truc incroyable. Ferrari fait l'histoire encore. Regardez tous ces spectateurs, les fans de motorsport au Mans et les fans de Ferrari. Même dans le dernier tour, il y avait tellement de monde qui agitait d'un drapeau, faisait des signes. Alors merci à tous d'être ici. J'espère que vous êtes régalés. Et en tout cas, les Rouges ont gagné. Et on ouvre au public à l'instant. On va assister à une autre image forte. Ce public, il va se masser pour assister au podium. C'est la tradition au Mans. Et regardez comme on est impatient de se mettre au premier rang pour assister à cette remise du trophée. Un trophée qui a été conçu spécialement pour cette édition du centenaire. Adrien. Ouais, c'était une collaboration entre la CO et la Monnaie de Paris. On a vu les fans qui vont aller essayer de décrocher, vous savez, c'est ces fameux panneaux avec le nom des écuries qui sont au-dessus des stands. C'est mythique, ça reste un excellent souvenir. Si ma mémoire est bonne, la Ferrari 499P a effectué ses premiers tours de roue le 6 juillet 2022, donc il y a moins d'un an, là où forcément bon nombre de ses rivales roulaient déjà, à l'instar de la Porsche, de la Peugeot, de la Toyota bien évidemment. Donc la prouesse est vraiment grande et ça prouve la qualité des hommes de Ferrari, de ce département Competizione GT qui est à l'origine de cette auto et qui a travaillé avec le département F1 et le département style de la firme Cheval Cabré. C'est le temps de l'émotion.